Voilà. Alors, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je suis Olivier Verhaeghe, je suis consultant, je travaille beaucoup sur la filière automobile, mais sur d'autres secteurs d'activité également, et d'autres branches. Et je travaille en particulier sur l'anticipation des conséquences des mutations technologiques ou marché, réglementaires, environnementales, etc., sur les métiers et les besoins de compétences et de formation dans les branches professionnelles, les entreprises et les filières. Et donc, j'ai fait, alors si ces sujets-là vous intéressent en particulier, deux études qui sont en ligne sur le site de l'Observatoire paritaire des métiers de la métallurgie, qui était le commanditaire, qui ont été publiés en 2000, respectivement 17 et 19 sur ce sujet-là. Le premier, c'était vraiment une revue systématique de l'impact des mutations technologiques, donc l'usine du futur, véhicules autonomes et connectés, électromobilité. Enfin, à l'époque, c'était nouvelle motorisation et nouveaux usages. Et en 2019, c'était particulièrement sur l'impact de la baisse de la motorisation diesel, compte tenu des événements qu'on a connus et qui n'ont évidemment pas servi la cause de cette technologie-là. Et puis aussi la prise en compte du mix énergétique, c'est-à-dire tendanciellement à l'horizon 2030 et même au-delà, le développement du véhicule hybride d'ores et déjà, puis du véhicule électrique, et puis à un terme encore imprécis, mais les solutions de stockage d'énergie par hydrogène. Voilà. Alors, je vais partager tout de suite le document. Stéphane, je te laisse la parole pour la présentation, de ta présentation, pardon, et puis après on attaquera le support lui-même. Ok. Donc Stéphane Loiseau, donc je suis consultant RH. Donc j'ai fondé le cabinet Stimule Conseil en 2012. Auparavant, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans la grande distribution spécialisée et une dizaine d'années comme DRH dans des sites, sur des sites de production et de conception chez des équipementiers automobiles. J'interviens sur des problématiques RH au sens large. Je suis plutôt généraliste, mais plus particulièrement sur des problématiques de gestion de compétences. J'interviens notamment assez régulièrement pour les diagnostics GPEC de l'OPCO2I. Et j'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre d'études pour l'OPCO2I, à l'époque l'ADEFIM Nouvelle-Aquitaine, sur des actions en soutien de la filière automobile, et j'ai notamment participé à une expérimentation de transfert de compétences job to job entre l'automobile et l'aéronautique. Alors, on est parti pour un webinaire d'une heure, enfin 1 heure et demie en tout, mais 1 heure de présentation ou d'exposer un petit peu d'un certain nombre d'idées. Vous voyez le thème de cette intervention aujourd'hui, comment s'appuyer sur les compétences et la créativité pour développer le potentiel d'innovation de l'entreprise. Ce webinaire s'inscrit dans une sorte de cycle un peu plus conséquent dans lequel on aura entre 6 et 7 interventions. Les 3 premières ont déjà été mises en ligne sur la page YouTube de l'OPCO2I. Et donc, celle-ci le sera également, elle est enregistrée. Alors, comme on est relativement peu nombreux, on a de toute façon une demi-heure, probablement peut-être un peu plus, disons, parce qu'on va essayer d'être un peu moins bavard en ce qui me concerne que d'habitude. Et là, on a un format qui nous permettra, je pense, de le faire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à réagir, à intervenir soit dans le déroulé, soit peut-être plus facilement à la fin. Voilà. Alors, le cadre, vous le voyez ici à l'écran. Il y a un contrat stratégique de filière, c'est-à-dire une contractualisation, comme son nom l'indique, sur des objectifs à l'échelle de l'ensemble de la filière construction auto entre l'État et les branches professionnelles, la filière elle-même représentée par la plateforme filière automobile et mobilité et la FIEV. Ce contrat stratégique de filière définit un certain nombre de priorités et d'actions, et il se traduit sur l'aspect gestion des compétences par ce qu'on appelle un EDEC, un engagement de développement de l'emploi et des compétences, donc qui lie la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, donc le ministère du Travail, et la filière automobile. Donc vous voyez ce chaînage, contrat stratégique, EDEC, et
dans le cadre de l'EDEC, donc de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif d'entreprise. Il y a dans ce cadre-là, de l'appui individuel et de l'appui collectif, la possibilité pour les entreprises, notamment les vôtres, alors ça c'est un peu réservé aux PME pour des raisons juridiques, communautaires, européennes, etc., mais des dispositifs, des mesures qui permettent l'apport d'ingénierie et de conseil à des entreprises de la filière automobile, à des PME de la filière automobile. Soit vous le voyez pour définir ou concevoir un projet stratégique, un projet d'évolution, ou mettre en œuvre ce projet sur des volets particuliers, par exemple croissance externe, innovation, performance industrielle, stratégie commerciale, et évidemment à chaque fois, parce que c'est transversal, l'adaptation de la gestion des compétences. Et on va le voir particulièrement aujourd'hui. Alors ça, c'est l'accompagnement, si vous voulez, sur lequel nos deux cabinets, donc Stimul Conseil de Stéphane et MBJ, pour ce qui me concerne, interviennent. Il y a un autre dispositif aussi d'accompagnement individuel avec d'autres cabinets qui interviennent également dans le cadre de cet EDEC. Bien. Toujours au titre de nos interventions, Stéphane et moi, et puis nos collègues, on développe, je vous le disais, un cycle donc, de 6 webinaires dont celui d'aujourd'hui est le 4e. Le premier portait sur les applications industrielles nouvelles, les évolutions technologiques. Le deuxième sur la veille technologique et la veille marché. Le troisième sur les coopérations, les alliances, les fusions-acquisitions éventuellement, l'intégration, la consolidation de la filière. Et donc aujourd'hui, comment s'appuyer sur les compétences et la créativité pour développer le potentiel d'innovation. Tout ça, toutes ces interventions d'1 heure à peu près en moyenne sont, comme je le disais, en ligne sur le site, enfin la page YouTube de l'OPCO2I. Elles le seront en ce qui nous concerne aujourd'hui dans, je pense, les tout prochains jours. Enfin, il y a toujours un tout petit peu de temps avant que ce soit complètement mis en ligne, mais ça se fait assez rapidement. Si vous avez des questions aussi, ultérieurement, on peut aussi échanger, Stéphane et moi, avec Stéphane ou avec moi, ou les deux, par les réseaux sociaux, c'est-à-dire en ce qui me concerne par un réseau social, parce que je ne suis plus que sur un réseau social qui est LinkedIn, les autres m'insupportant tous plus les uns que les autres. Bien, donc la prochaine date, c'est le 16 décembre, 5 clés à court terme pour l'excellence opérationnelle dans une PME industrielle. Là, ce sont nos collègues qui interviennent là-dessus, qui sont alors là aussi ingénieurs avec une bonne connaissance des enjeux RH et gestion de compétences, mais qui sont des spécialistes de la performance industrielle. Et le dernier, donc un mois plus tard, le 15 janvier, sur la conduite de projets d'innovation. Aujourd'hui, par comparaison avec les 2 premiers séminaires et le dernier, on va surtout parler d'émergence de projets. C'est ça, si vous voulez, qui définit le contenu de cette intervention aujourd'hui, c'est-à-dire comment on stimule, c'est le cas de le dire, la capacité d'innovation, la capacité ensuite de différenciation de l'entreprise avec des valeurs supplémentaires perceptibles par le marché. L'objectif de ce webinaire, vous voyez comment faire naître des idées d'innovation dans une PME. Le constat, alors évidemment, l'innovation en tant que telle, ce n'est pas nouveau qu'elle s'impose comme un enjeu essentiel, particulièrement dans les PME industrielles, mais on est dans un contexte dans la filière automobile où c'est encore plus important pour 2 raisons. La première, et ce n'est pas nouveau, c'est que la pression des donneurs d'ordre sur les marges d'une part, et d'autre part la concurrence largement frontale qui peut opposer les PME les unes aux autres, fait qu'on est un peu dans une situation alors ce que les économistes appellent une concurrence pure et parfaite, hein, ce qui est sûrement pur et parfait pour les acheteurs, mais pas tellement pour ceux qui répondent aux acheteurs, parce que ça vous met une pression sur les prix et sur les marges qui aboutit, d'ailleurs ça a été prévu dès le début cette affaire, qui aboutit à une nullité des marges. Et ça, c'est quand même évidemment une menace de mort à moyen terme pour les entreprises. A fortiori dans un contexte comme celui de 2020, où on est sur des évolutions baissières très fortes, à peu près moins 25% si on anticipe sur l'ensemble de l'exercice, des ventes et de la production.
avec des à-coups, comme chacun sait, pour les raisons qu'on connaît, très brutaux de la production des commandes et des livraisons. Et tout ça dans un contexte évidemment financier très dégradé pour une bonne partie de la filière. Alors ça va se stabiliser quand même et commencer à remonter en 2021, mais 2021 ne va pas combler tout à fait ce qui s'est perdu en 2020. Donc on est évidemment sur un enjeu commercial et un enjeu de différenciation et de compétitivité des entreprises qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que ce contexte-là converge, disons, avec une situation de mutation technologique extraordinairement importante, sans comparaison, à mon avis, depuis le début de l'histoire automobile. On remet en cause les motorisations, on remet en cause même le chauffeur de la voiture, on remet en cause la façon dont est industrialisée la production. Donc on est sur des transformations extraordinairement systémiques. Et donc, ces bouleversements technologiques, il faut que les entreprises puissent les suivre. Et ça, la plupart du temps, ça repose sur de l'innovation, de l'acquisition et de l'appropriation de nouvelles technologies, et y compris d'ailleurs sur des coopérations avec d'autres entreprises. Et là, je vous renvoie à notre dernière intervention sur les alliances et les fusions-acquisitions. Alors, on va aborder cet après-midi trois parties, Stéphane et moi, et successivement, un peu des éléments de contexte sur cette situation de crise économique, technologique, multiples facettes, et la place de l'innovation dans ce contexte-là. La dimension managériale qui est très importante évidemment, notamment dans l'émergence de projets, peut-être encore plus que dans la conduite de projets d'innovation, dans la mise sous tension en quelque sorte de la capacité d'observation de son marché et des technologies par l'entreprise et par l'équipe dirigeante. Au-delà de l'équipe dirigeante aussi, on verra ça. Et dernier point, les méthodes et les outils. Et sur ce, je passe la parole à Stéphane pour le premier point de cette présentation. Oui, merci Olivier. Donc, l'association des mots crise, innovation, créativité, elle n'est pas forcément très intuitive. On associe plus souvent crise à crispation, inhibition. Et ça ne vient pas forcément naturellement de dire que c'est le moment de phosphorer, de sortir du cadre et d'essayer de rebondir et de produire de l'innovation. Donc on entend, enfin moi dans les chefs d'entreprise que je peux croiser en ce moment, j'en entends beaucoup qui disent bon, on va faire le dos rond, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, on va se focaliser sur nos basiques et on va laisser passer l'orage. Alors, se concentrer, enfin tenir ces basiques, c'est pas en soi une mauvaise chose. Cela dit, et moi j'ai pu le vivre dans la crise j'étais DRH d'un équipementier automobile en 2008-2009, et dans les échanges que j'ai pu avoir avec des confrères équipementiers automobiles, des DRH postérieurement à la crise, on s'est tous dit, et on était unanimes, on disait on a passé beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie à gérer la crise, plus qu'à préparer la sortie de crise. Et en l'occurrence, pour beaucoup d'entre nous, la sortie de crise a été assez douloureuse, puisqu'on a eu du mal à satisfaire nos clients quand tout est reparti. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Et en plus, l'autre constat qu'on peut faire, c'est que même en temps de crise, et d'ailleurs souvent en temps de crise, c'est là où il y a bon nombre d'opportunités. D'ailleurs, beaucoup d'innovations marquantes sont issues de périodes de crise. Pour nous impliqués dans le secteur automobile, un des exemples phares, c'est un vieil exemple, c'est la Ford T. La Ford T, elle a été commercialisée en 1908 et c'était postérieur à une crise financière mondiale, alors qui est moins connue que la crise de 29, mais qui était une crise très majeure aux États-Unis et dans le monde entier. On peut citer quelques exemples. La boîte de conserve, elle a été inventée en période de crise pour pouvoir commercialiser des aliments à conserver moins cher.
On peut parler du jean, qui est le pantalon, hein, le jean qui est né après la première crise postérieurement à la rue Berlor. Il y a tout un tas d'exemples où, en fait, il y a la margarine aussi. La margarine qui a été inventée parce qu'il n'y avait plus de beurre, parce que le beurre coûtait trop cher. Donc, toutes ces innovations ont trouvé leur source dans un contexte de crise où il a fallu produire d'autres produits, mais plutôt moins chers. Donc, il y a incontestablement un certain nombre d'opportunités à saisir, à condition de s'y préparer et de s'ouvrir l'esprit en disant je ne vais pas me contenter de raser les murs et de regarder mes chaussures, mais je vais regarder, lever la tête et voir si je ne peux pas tirer des opportunités de ce contexte. Un autre aspect sur lequel je voudrais insister, si je peux revenir en arrière, c'est aussi un des dangers qui guette l'entreprise en période de crise, c'est l'anxiété. Donc, ça peut être l'anxiété du dirigeant, mais c'est aussi l'anxiété des équipes. Alors, c'est beaucoup moins facile à mesurer que la perte de chiffre d'affaires, mais ceci dit, ça va contrecarrer et contrarier le rebond. Et donc, un des moyens dont on dispose pour lutter contre l'anxiété, c'est l'action, et l'action tournée vers l'avenir. On est toujours plus à l'aise et on consomme plus facilement son stress quand on agit que quand on est passif. Moi, je ne suis pas très à l'aise quand je suis passager dans une voiture. Je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est moi qui conduis. Pourquoi ? Parce que je suis actif. Donc, ce raisonnement, il vaut également dans l'entreprise. Donc, évitons de nous recroqueviller et redéployons-nous et préparons surtout l'avenir. Donc, ça nous amène à parler compétences, organisation, motivation, comment je maintiens la motivation et je me mets dans une logique de développement. On peut basculer sur le slide suivant. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui ? On va vous parler d'innovation dans un sens initiative, c'est-à-dire initiative qui va permettre à l'entreprise de faire évoluer ses produits, ses services ou son organisation dans le but d'améliorer la satisfaction des clients et de renforcer sa compétitivité par rapport à ses concurrents. Alors, ce sur quoi on va se focaliser plutôt sur les innovations qu'on va pouvoir développer en interne, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les ressources dont on dispose en interne pour pouvoir rebondir et améliorer son offre. Donc, on a tendance souvent à associer innovation à coût et à penser que innover coûte cher. En l'occurrence, pas nécessairement, dès lors qu'on mobilise ses ressources internes et ses ressources humaines. Donc, on va plutôt parler de ressources. On va plutôt mobiliser des ressources humaines que des ressources financières. Alors après, sur l'innovation, on va aussi, l'objectif, ce n'est pas de vous inciter, même si vous arrivez à le faire, ne vous privez pas, à inventer le produit révolutionnaire, le produit, faire l'invention du siècle. On va être beaucoup plus modeste que ça et on va plutôt penser innovation en termes d'amélioration petit à petit par rapport. Alors, on va se trouver un petit peu à la frontière entre l'innovation de rupture et l'amélioration continue. Mais dans les deux cas, on va avoir besoin, et en tout cas c'est ce qu'on pense, on va avoir besoin de mobiliser la créativité d'un maximum de salariés, voire de la totalité des salariés de l'entreprise. Donc, on va plutôt plancher, réfléchir à des innovations de process pour pouvoir améliorer la productivité et du coup maîtriser les coûts et potentiellement réduire les prix. On va se focaliser sur la voix du client pour améliorer les fonctionnalités des produits ainsi que la qualité. Et puis, on va y aller pas à pas en mobilisant les ressources internes. Tu peux enchaîner. Ouais, je suis sur prendre date pour le futur, là, Stéphane. Ah, pardon. Oui, donc l'enjeu aujourd'hui pour pouvoir rebondir et être prêt pour le redéploiement de l'après-crise. Donc, ça veut dire qu'il faut, pendant la période de crise, prendre date pour le futur, c'est-à-dire de se mettre dans une logique de rebond pour voir l'organisation avec les compétences dont elle aura besoin, non pas dont elle a besoin à l'instant T aujourd'hui en temps de crise, mais sur les compétences dont elle aura besoin
à l'avenir en phase de redéploiement. Alors, ça peut vouloir dire recruter quand même, mais bon, ce n'est pas forcément le plus facile en temps de crise, ou en tout cas, la question se pose. Mais si on ne recrute pas et qu'on est prudent en matière de recrutement, il reste indispensable de valoriser les compétences en interne. Alors, ça peut être alors on va utiliser des mots un peu à la mode dans la sphère RH, upskilling ou reskilling. Upskilling, c'est doter les collaborateurs en compétences pour les faire monter en compétences et monter dans l'organigramme potentiellement. Ou reskilling, ça peut être travailler différemment, apprendre à travailler différemment ou se recycler pour pouvoir prendre des nouveaux postes. Donc, le point clé qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est important de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que les outils RH qu'on va utiliser, il va falloir les projeter dans l'avenir. Donc, ça vaut pour les référentiels. Et il est nécessaire de mobiliser... il faut profiter des dispositifs favorisant le développement des compétences qui sont à disposition. Sans rentrer dans les détails, on peut mobiliser le FNE pour les entreprises qui font appel à l'activité partielle. Donc là, je vous laisserai vous rapprocher de vos conseillers de l'OPCO2I pour pouvoir creuser ces dispositifs. Mais il y a un dispositif qui, à mon sens, est tout à fait adapté au sujet qui nous concerne, c'est le CPF dans le cadre du co-investissement. Le CPF, c'est donc le compte personnel de formation qui est à disposition du collaborateur, du salarié. C'est-à-dire que le CPF, si on le compare au plan de développement des compétences, le plan de développement des compétences sous contrôle de l'entreprise permet de dispenser de la formation d'adaptation, de la formation de maintien dans l'emploi. Le CPF va permettre de pratiquer du co-investissement pour développer des compétences dont on n'a pas forcément besoin à l'instant T, mais il va nous permettre de se projeter dans le futur et de pouvoir mobiliser donc à la fois les ressources du CPF et de compléter éventuellement et d'abonder le CPF pour pouvoir développer suivre des formations et développer des compétences à utiliser à terme. Et ce qui est intéressant à ce sujet-là aussi, c'est que comme ça relève d'une démarche qui est plutôt dans le camp entre guillemets, du salarié, parce que c'est un droit individuel, évidemment, c'est aussi une façon d'aider ce qu'on verra un peu plus loin, ce qu'on appelle des actions autonomes, c'est-à-dire en gros une marge de manœuvre du salarié qui s'intéresse à un sujet particulier qui n'est pas nécessairement le cœur de ce qu'il fait aujourd'hui, mais qui peut demain constituer un actif et une compétence technologique, par exemple, nouvelle, clé pour l'évolution de l'entreprise. Et donc ça, de ce point de vue-là, on rencontre à la fois la motivation individuelle du salarié, l'appui à cette motivation qui est un sujet fondamental, en particulier en contexte de crise, et en même temps la préparation de l'avenir. Tout à fait. Alors, à ce sujet-là, on voit bien que préparer une culture d'innovation et une capacité à innover dans l'entreprise, c'est un travail qui renvoie aussi aux pratiques managériales et à l'organisation managériale de l'entreprise. Si on a une organisation, pardon d'être un peu dans le stéréotype, mais d'une certaine organisation classique française, un peu trop verticale, un peu trop segmentée, avec une attention logiquement accordée évidemment aux travaux du bureau d'études et des méthodes, mais peut-être un peu trop exclusivement à cette instance-là, à ce service-là, on risque de passer à côté d'opportunités d'innovation proposées, on le verra dans quelques instants, par d'autres acteurs et d'autres experts de l'entreprise. Alors là, j'enfonce sans doute, j'espère, une porte ouverte, et puis c'est un modèle qui, j'espère, commence à dater maintenant, mais qui est encore présent quand même dans un certain nombre d'entreprises. Donc, de ce point de vue-là, ce management de l'innovation et de la créativité, il suppose, on va le voir, de mettre en place une culture un peu plus ouverte. Alors, comme le disait Stéphane à l'instant, même en temps de crise, on est sur un sujet de l'innovation en général et de l'innovation technologique en particulier,
qui reste un sujet d'actualité, même si la pression sur les ressources financières est importante. Évidemment que la première priorité, c'est ce que disait Stéphane, est de rétablir l'équilibre et d'assurer la viabilité de l'entreprise, mais à cet objectif court terme ou très court terme, il faut autant que possible ajouter un objectif complémentaire de préparation de l'avenir, et effectivement, ça n'est pas nécessairement une mesure coûteuse. Ce qui est important à comprendre, c'est que les difficultés économiques, et particulièrement celles de la filière automobile aujourd'hui, ne sont pas liées que, en l'occurrence, à la crise sanitaire, ou même, avant la crise sanitaire, à un refroidissement du marché, à une baisse des volumes de vente. On a des tendances, évidemment, mais chacun le sait, mais qui sont profondes, qui renvoient aux mutations de l'électromobilité, qui renvoient à l'industrie du futur, à des gains de productivité permanents dans les organisations industrielles, qui renvoient à l'allègement des véhicules, et qui renvoient aussi au développement de l'électronique embarquée, des ADAS, voire aux scénarios et aux perspectives liées aux véhicules autonomes et connectés, même si cette échéance-là, manifestement, est en train va prendre beaucoup plus de temps qu'on ne l'anticipait il y a encore 5 ans. Donc, ce n'est pas parce que le fait de se recroqueviller, comme on disait tout à l'heure, sur des organisations, des pratiques qui ont pu faire le succès dans le passé de l'entreprise, risque au contraire de l'éloigner finalement de ce qui va être le scénario de la reprise, parce que la filière ne sortira pas de cette crise dans le même état et avec le même agenda qu'au moment de l'entrée dans cette situation de difficulté, même si ça n'était à vrai dire qu'au début de l'année. Le deuxième point, alors sur l'innovation, c'est un sujet intéressant parce qu'on peut sortir 15 citations si on veut, ça fourmille. Effectivement, Maslow, on va vous épargner Beckett, mais enfin, encore un peu, vous y aviez droit aussi. Donc, il y a toujours effectivement une façon d'alerter sur les risques méthodologiques, les risques managériaux qui peuvent être associés à cette difficulté ou à ce caractère un peu sensible du management de l'innovation et de la créativité. Là-dessus, et tous disent la même chose, c'est-à-dire tous disent, premièrement, il faut ouvrir les réseaux, presque les réseaux de neurones, pas au sens IA, mais intelligence artificielle, mais au sens intellectuel du terme. Il faut être d'autant plus curieux de ce qui se passe à côté, y compris à côté, hors de la filière, qu'on manque un peu de visibilité sur l'échéance de cette crise, sur les scénarios de reprise. Et il faut également, paradoxalement, se préparer à perdre de l'argent, en tout cas savoir qu'il y a un aléa aussi sur la dépense que ça peut générer. C'est-à-dire que ça n'est pas un investissement facile à mesurer et pour lequel le retour sur investissement peut être anticipé de façon aussi précise que si on investit dans un équipement industriel. Et le dernier point, vous le voyez, dépasser le benchmarking de reproduction, c'est-à-dire le but, ça n'est pas simplement d'aligner la performance sur les bons standards de productivité. Le but, c'est de différencier l'entreprise, y compris par la production, on va le voir, mais aussi et beaucoup par l'offre de produits ou l'offre de services. Alors, la créativité, je le disais à l'instant, c'est d'abord un enjeu de créativité, de travail d'équipe, pardon. C'est aussi un enjeu d'engagement, effectivement, de chacun. C'est-à-dire qu'il faut que le dirigeant, l'équipe qui l'entoure, le management intermédiaire et les opérateurs, en tout cas ceux qui sont expérimentés et qui connaissent bien le processus de production, contribuent à ce travail-là. On a aussi en France, et ça c'est en partie lié à la façon dont on enseigne la stratégie dans les entreprises, une vision qui est dans les écoles, dans les écoles de commerce notamment ou à l'université, une vision de la stratégie qui est souvent quelque chose d'un peu descendant. Alors, il y a des raisons historiques à ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Enfin, tout ça a beaucoup à voir avec la stratégie militaire quand même. Et donc, le business plan, c'est souvent une façon de structurer, de décomposer une réflexion stratégique en plan d'action précis, chiffré, opérationnel, avec des plans de financement, etc. En soi, c'est évidemment une chose intéressante, mais la façon dont on va nourrir ce business plan et l'émergence de projets, de nouveaux produits, de nouveaux services, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment accorder de l'attention et de l'importance, parce que ça n'est pas nécessairement dans la tête du dirigeant, même si le dirigeant a été l'entrepreneur,
le créateur de l'entreprise, que se trouve la solution ou toutes les solutions à la sortie de ces difficultés-là. Donc, gardons évidemment ce modèle, je dirais, de planification et d'organisation de la vision de l'avenir de l'entreprise. Mais attention à ce que, d'une part, ça ne soit pas un document figé, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Et deuxièmement, l'entreprise dans son ensemble peut contribuer à l'émergence de projets. Voilà, ça, c'est vraiment un sujet important. Donc, l'appropriation par le plus grand nombre, c'est par exemple le fait, on verra tout à l'heure avec les outils que présentera Stéphane, le fait que l'ensemble des collaborateurs, et particulièrement ceux qui ont une expérience du processus de fabrication ou qui ont des contacts avec les clients au sein du SAV ou des équipes commerciales et marketing, l'ensemble donc des parties prenantes dans l'entreprise puissent alimenter une vision commune de voilà comment évolue le marché, voilà comment évoluent nos technologies de production, voilà ce qui est en train de se passer chez les fournisseurs, voilà quel est en quelque sorte quel est un peu le sens de l'évolution à moyen terme de l'entreprise et comment il faut se positionner par rapport à ça. Donc, le pire serait une réaction de l'équipe dirigeante qui se retournerait sur elle-même en cherchant des solutions. Évidemment, il faut qu'elle le fasse, mais il faut aussi qu'elle se nourrisse et qu'elle échange avec son environnement professionnel, avec les équipes elles-mêmes et avec l'extérieur. Voilà. L'autre point, et ça fait écho à ce qui a été évoqué plus tôt sur le risque anxiogène de ce contexte de crise, c'est qu'effectivement, à partir du moment où les collaborateurs se sentent responsabilisés et partie prenante à une réflexion sur l'évolution de l'entreprise et sur son innovation, ses innovations, ils reprennent beaucoup plus facilement confiance dans l'avenir. Et donc, ce travail d'équipe, c'est effectivement un facteur, des vecteurs de responsabilisation et de fait d'implication, de cohésion et ensuite, ultérieurement, on verra de valorisation. Donc, il faut. Le problème des crises, en fait, c'est que ça crée un sentiment de perte de contrôle. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser et contre ça qu'il faut essayer de lutter pour que tout le collectif, globalement, se dise on est en train de concevoir des solutions qui peuvent être efficaces pour sortir de cette situation-là, même si les vents sont contraires. Et ce qui est fondamental, et ça, c'est un truc qui a été bien décrit par notamment tous ceux qui étudient les entrepreneurs ou la psychologie de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle le lieu de contrôle, c'est-à-dire ce sentiment de responsabilité individuelle. Ce qui arrive à mon entreprise et ce qui va déterminer son avenir dans les 5 prochaines années, par exemple, ça n'est pas le contexte, aussi défavorable soit-il, principalement, c'est les choix que nous prenons aujourd'hui. Voilà. Alors, vous voyez sur ce schéma la double ouverture, en quelque sorte, qu'il faut réussir à entretenir, à développer et à valoriser pour l'équipe dirigeante. Hein. Donc, en interne, à gauche, les rectangles bleus, la vente, le marketing, les méthodes d'industrialisation, la production, le SAV. Donc, vraiment, ceux qui contribuent à la production de valeur de l'entreprise et ceux qui sont directement en contact avec les clients, avec les pratiques professionnelles, les pratiques industrielles ou d'utilisation, d'usage des produits et des services de l'entreprise chez les clients. Le SAV, évidemment, faisant partie de ça, la relation client. Et à droite, une veille, une ouverture, le fait de brancher des synapses, si vous voulez, d'observation sur un certain nombre de sujets, comme les technologies de rupture, même si elles sont a priori pas directement dans le champ de la filière. Attention, parce que la filière automobile est très concernée par les technologies de rupture, y compris et massivement en matière de big data, par exemple, d'intelligence artificielle. Les stratégies des clients, les clients des clients, c'est-à-dire quel usage les utilisateurs ultimes font-ils de nos produits ou de nos services, qu'est-ce qu'on observe chez les concurrents, évidemment, et qu'est-ce qu'on peut repérer comme pratique ou comme évolution qui pourrait nous inspirer dans notre réflexion à l'extérieur, dans des secteurs comparables. Et enfin, les fournisseurs et prestataires qui sont eux aussi, par définition, alors peut-être pas, enfin, qui innovent et qui ajoutent de l'innovation dans leurs produits. Le fait qu'on les achète et qu'on ne soit pas les seuls à les acheter fait qu'on fait du développement technologique plutôt que de l'innovation. Mais en tout cas,
ils peuvent confirmer des évolutions technologiques importantes sur lesquelles il faut que l'entreprise reste en alerte. Alors, ici, un petit point de rappel, mais qui a coûté très cher à des quantités d'entreprises, et notamment de très grandes entreprises historiquement leaders dans leur secteur d'activité. Si vous retenez une approche strictement et exclusivement financière et gestionnaire, évidemment que l'approche gestionnaire est importante pour la stabilité, la sécurisation de l'entreprise et la préparation de l'avenir, mais si on ne fait que ça, si on n'apporte que ce regard-là sur l'organisation interne et sur la définition des projets, c'est un petit peu ce qu'a fait Nokia il y a quelques années d'ailleurs, après avoir inventé le téléphone mobile quand même, eh bien, on peut considérer que le fait d'investir de façon exploratoire, sans nécessairement avoir une idée très précise de combien ça va coûter au total et de est-ce qu'il y a un marché et quel ROI sur les applications industrielles de ces innovations, que tout ça est un peu une forme de ouvrez les guillemets, gaspillage, fermez les guillemets. Évidemment que dans l'innovation, par définition, c'est comme et d'ailleurs c'est très lié à ça, quand on se positionne sur un marché international, quand on commence à exporter, il y a un aléa, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas totalement les solutions technologiques, on ne connaît pas totalement les caractéristiques du marché auquel on s'adresse, et donc oui, il va y avoir des surcoûts, oui, il y aura des choses plus compliquées qu'on ne l'anticipe, peut-être qu'il y en aura qui le seront moins aussi, on va y venir. Donc, il faut se garder cette part de risque, en quelque sorte, évidemment à la borner et éviter que ça devienne une sorte de miroir aux alouettes et un risque de déperdition d'énergie et de ressources financières. Mais il faut se dire, on a besoin d'être aux aguets et d'observer des mutations technologiques qui peuvent se passer dans des zones d'activité, enfin dans des types d'activités, pardon, qui ressemblent aux nôtres, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que ça peut nous impacter demain. Voilà. Et cette organisation-là, ce côté de fonctionnement en synapse, ça renvoie à ce qu'on appelle l'action autonome, sur lequel je vais revenir, mais qui est un enjeu de management extrêmement important, parce que c'est reconnaître aux salariés, en tout cas une partie d'entre eux, notamment aux experts techniques, aux techniciens, et à l'activité R&D, à l'activité de bureau d'études, à l'activité d'ingénierie, mais en partenariat avec d'autres, y compris dans les fonctions commerciales, par exemple, une possibilité d'exploration et en quelque sorte de consacrer du temps, y compris du temps professionnel, à de la curiosité dans la recherche de nouvelles opportunités d'innovation. Deuxième sujet, avant de revenir sur cet aspect de l'action autonome, vous voyez, à partir du moment où on reconnaît une capacité de contribution à l'innovation de gens qui ne sont pas nécessairement directement concernés par ça a priori, ça veut dire qu'il faut aussi, au moment où on voit des retombées économiques significatives de ces projets et de ces investissements, les reconnaître. Ce qui est important, c'est que l'entreprise, en tant qu'écosystème, si je reprends ce terme un peu trop utilisé aujourd'hui à mon avis, mais en tant que milieu, si vous voulez, que groupe social, soit reconnu, pardon, et soit complètement innervé par cette curiosité justement et cette capacité d'innovation. Donc, valoriser ces retombées à l'échelle de l'ensemble de ceux qui y ont contribué et même à l'échelle de l'entreprise, puisque de fait, tout le monde va y contribuer. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un scénario complètement égalitariste, évidemment, mais ça veut dire que, attention à ne pas donner l'impression qu'on profite des bonnes idées et que finalement, rien ne change ensuite. Ces retombées et ce caractère global des retombées ou de la valorisation et de la reconnaissance, ça suppose aussi qu'on fasse vivre des échanges d'informations entre les différentes fonctions de l'entreprise, donc les fameuses organisations matricielles, en tout cas favoriser des réflexions communes et des croisements de regards entre le regard client, le regard industrialisation process, le regard de la faisabilité technologique, le regard financier évidemment, pour que chacun s'imprègne aussi des contraintes des autres fonctions économiques de l'entreprise. Le troisième point, j'insiste pas là-dessus, évidemment, ceux qui
ceux qui se disent si je lance ce produit-là, il va remettre en cause mon cœur de métier, font un calcul évidemment à court terme. Moi, il y a quelques années, j'ai travaillé pour la préfecture de Bourgogne sur la cartographie des risques socio-économiques dans la région. Il y avait à l'époque une grosse usine Kodak sur laquelle j'avais alerté en disant attention, c'était au début de la photographie numérique. Si vous vous souvenez, les débuts de la photo numérique, c'était quelque chose d'assez laborieux, très consommateur de batteries de piles et de temps. Et je leur avais dit, attention à ce site-là, il est complètement à côté de cette mutation technologique, qui a été inventée par ailleurs par Kodak quand même. Enfin, en tout cas, Kodak avait joué un rôle important dans cette technologie. Et on m'avait dit, en l'occurrence, c'est une usine leader mondiale, ce qui était vrai. Ils connaissent la photographie mieux que personne et mieux que vous, ce qui était certain aussi. Et ça ne les a pas empêchés de tirer le rideau parce que, de fait, technologiquement, le site était complètement obsolète. Et puis, vous connaissez l'histoire de cette entreprise. Elle vit encore, mais enfin, c'est 10% de ce qu'elle a été. Voilà. Et toujours dans ce cadre d'ouverture, s'inscrire dans un partenariat d'innovation. Je vous renvoie au dernier webinaire, mais il y a des sujets qui ne peuvent pas être traités par l'entreprise seule. Et de ce point de vue-là, organiser assez tôt des partenariats avec des entreprises qui ont des compétences complémentaires, des technologies complémentaires, c'est une façon aussi de s'adapter et de suivre finalement la diversification des métiers des constructeurs eux-mêmes, des constructeurs et des équipementiers qui sont les clients. Alors l'action autonome, vous le voyez ici, d'abord c'est la reconnaissance d'une capacité d'initiative et de curiosité, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, mais des collaborateurs, à condition évidemment que ce soit quelque chose que ces projets qui puissent, à moyen ou long terme même, avoir présenté un intérêt pour l'entreprise. Et ça ne veut pas dire qu'on finance tout et n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. Mais en tout cas, reconnaître la possibilité pour quelqu'un qui s'intéresse à une nouvelle technologie, par exemple, d'investiguer, de se former à cette nouvelle technologie, éventuellement de commencer à expérimenter quelque chose, à apprendre des compétences connexes pour le jour où on aura besoin de faire évoluer les applications industrielles de l'entreprise et cette technologie, être capable de s'appuyer sur ce que justement ces collaborateurs-là auront déjà eux-mêmes assimilé. Et donc, se rendre compte au moment où ça devient vraiment indispensable, qu'en réalité, on est tout prêt, ou beaucoup plus près qu'on ne le pensait, de passer à l'acte et de faire évoluer l'offre. Une boîte comme, je prends des exemples ici qui sont dans la bibliographie, qui sont à la fin du document qu'on déroule un instant. Une boîte comme Intel, par exemple, s'est rendu compte qu'elle était en train de devenir d'abord un fabricant de microprocesseurs avant d'être un fabricant de mémoire informatique, sur le constat fait par les salariés eux-mêmes ou l'encadrement de l'entreprise, mais pas par les dirigeants. C'est-à-dire que c'est parce que l'entreprise et le corps social, en quelque sorte, des salariés et des équipes de R&D et des équipes transversales avaient fait largement avancer cette gamme de production-là, et que ces produits, ces composants connaissaient un succès commercial important, et que de fait, ça devenait plus important que la fabrication de mémoire. Donc, réservoir de R&D, capacité de rebond, je disais, et souplesse intellectuelle. Même si l'apprentissage que vous faites ou que font les collaborateurs n'est pas directement utilisable, ou pas immédiatement, ou peut-être pas à court terme dans la production de l'entreprise, le fait d'être capable d'intégrer ces nouvelles technologies rend ultérieurement l'intégration d'autres technologies aussi plus facile. Alors, évidemment, le grand bond en avant, bon, c'est une expression un peu fâcheuse, mais on sait qu'en général, c'est un peu risqué et que ça se termine souvent mal, y compris pour des entreprises si elles se lancent dans des projets qui sont a priori trop ambitieux pour elles. Ce qui est important à avoir ici en tête, c'est qu'une innovation, ça peut être quelque chose d'extrêmement incrémental. Et donc, ça n'est pas forcément ni une rupture, ni même toujours tout à fait un nouveau produit à la gamme existante. Donc, de ce point de vue-là, on peut parler d'innovation comme un apprentissage d'une nouvelle compétence. Dernier point, la capacité d'absorption, c'est-à-dire le fait pour l'entreprise d'être capable d'acquérir ces nouvelles technologies, d'être prête
Alors, après Maslow, voici Pasteur, la chance de souris qu'aux esprits préparés, elle est bien celle-là aussi. La capacité d'absorption, c'est ça, c'est le fait pour l'entreprise d'être capable, le jour où il faut qu'elle acquiert une technologie qu'elle ne maîtrise pas aujourd'hui, de savoir réellement de quoi il s'agit, quels défis ça peut poser en termes d'organisation managériale et de gestion des compétences, et combien ça va lui coûter de la maîtriser. Je prends un exemple strictement personnel et individuel. Parallèlement à mon activité de conseil, ou dans le cadre de mon activité de conseil, j'ai une activité web de plus en plus importante. Je me rends compte aujourd'hui que des technologies issues de l'intelligence artificielle sont utiles, précieuses et vraiment opérationnelles pour cette activité-là. Je ne m'en rends compte que parce que je m'y suis formé. Et ça m'a pris en tout et pour tout 3 jours. Vous voyez, et donc l'investissement est minime, accessoirement il est cofinancé, mais il est minime et il permet de dire ce scénario stratégique-là est viable. Et globalement, le coût est maîtrisable. Donc, vous voyez ici, ces esprits préparés, justement, le sont parce qu'ils s'appuient sur un travail de formation des cadres, de formation du dirigeant. Et la formation du dirigeant est quelque chose de fondamental, même si ça n'est pas toujours suffisamment investi. Et puis de veille, on en a beaucoup parlé précédemment, et d'exploration donc, de ces nouvelles technologies. L'idée, c'est qu'avec tout ça, moi, je ne deviens pas ingénieur intelligence artificielle en me formant à cette technologie-là en particulier. Simplement, je sais quel en est le contenu et quelles sont les étapes, vous voyez, et quel est le coût d'acquisition. Voilà. Rapidement, j'aime bien, d'autres l'ont dit avant moi, mais un bon entrepreneur, c'est quelqu'un d'un peu paranoïaque, donc en tout cas de susceptible. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'idée que d'autres, par exemple d'autres technologies que celles qu'il utilise aujourd'hui, puissent un jour le déstabiliser. Donc, je n'aime pas entendre mes contacts parler de plus en plus de cette technologie que je ne connais pas. Je n'aime pas entendre des besoins auxquels je ne réponds pas de la part de mes clients, etc. Donc, cette capacité d'alerte, cette sensibilité un peu épidermique du dirigeant et des commerciaux à ces évolutions-là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir, y compris, enfin vraiment à tous les étages de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, la curiosité sur l'évolution des processus de fabrication ou sur le repérage d'amélioration à apporter en interne à ces processus, y compris par les opérateurs, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, alors la formation, j'en ai parlé avec cet exemple que je donnais. L'idée de ce recours à la formation continue, et il y a beaucoup de formations qui permettent ça dans la filière auto, c'est de permettre de connaître de nouvelles technologies, j'en parlais, de repérer celles qui sont réellement utiles, combien elles vont coûter à acquérir, et ça n'est pas rien, de repérer quels experts on peut mobiliser, notamment des formateurs ou des prestataires. Alors, vous voyez, du coup, si on essaye de résumer cette mise en tension de la capacité d'imagination et de conception de nouveaux projets et de nouveaux produits, la première question, c'est, je pense, effectivement, cette posture un peu inquiète, en quelque sorte. Comment notre activité pourrait-elle être remise en cause? Ça peut être aussi être remise en cause positivement par de nouveaux usages ou l'enrichissement du contenu de la production. Quels besoins de nos clients gênent leur activité, leur fonctionnement, leur performance? Alors, on peut parler de quelles sont les douleurs de nos clients, quels sont les irritants, et là-dessus, les commerciaux, le SAV, le bureau d'études ont un rôle essentiel à jouer. Cette question des besoins non satisfaits, ce n'est pas des attentes, hein, c'est vraiment des besoins non exprimés, mais qu'on détecte quand même parce qu'on est effectivement à l'écoute de l'usage qu'ils font des produits. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, quels acteurs, quels coûts, comment se les approprier, et ensuite comment lancer le projet et passer à l'acte. Mais sur ces 2 premiers chapitres-là, ces 2 premiers pavés qu'on va développer maintenant avec Stéphane sur la partie outils, c'est là-dessus que se focalise réellement l'émergence de projets innovants. Alors, quelles méthodes et quels outils? Donc, si nous vous avons convaincu qu'il était nécessaire et indispensable de consacrer du temps et de l'énergie à l'innovation, et qu'il est également nécessaire de faire appel aux ressources internes pour participer à ce processus, la question éventuellement vous pourriez vous poser, c'est de dire, bon, ok, d'accord, mais maintenant, comment concrètement? Comment je peux mettre en mouvement la créativité de mes collaborateurs? Alors, on pourrait penser que c'est un peu vertigineux de faire appel à la créativité de ses collaborateurs, que ça pourrait nécessiter des compétences bien particulières,
et que ça pourrait être presque dangereux en disant bah ouais, on va être créatif, mais comment est-ce qu'on va retomber sur nos pieds? Alors, un bon processus créatif, c'est un processus, enfin les experts de la créativité disent, c'est un processus où on va savoir associer le magicien et le technicien. Donc, comment faire ça? Eh bien, c'est en distinguant deux moments bien distincts dans un processus créatif. C'est un premier moment qu'on appelle un moment d'ouverture, où on va jouer la divergence. Donc là, c'est le magicien qui s'exprime. On va sortir du cadre, on va éventuellement délirer un peu, sans frein, avec un minimum de règles, avec comme objectif de produire un maximum d'idées. L'objectif, c'est un objectif quantitatif. Plus on a d'idées, mieux c'est. Donc là, on va partir exploration tous azimuts, irrationnel complet, mais il faut un maximum d'idées. Pas de frein, pas de censure. Ça, c'est la première phase. Alors, c'est une phase qui, en termes d'animation, n'est pas très compliquée. Hein. Il n'y en a pas besoin de compétences particulières, si ce n'est de poser une question et d'amener les gens à s'exprimer. Et c'est assez peu consommateur de temps non plus, parce que globalement, une séance de créativité, ça dure 20 minutes, une demi-heure, même en un quart d'heure, on peut, il faut que ce soit assez nerveux. Si la séance dure trop longtemps, il y a un essoufflement, donc c'est assez peu consommateur en temps. Pas besoin de compétences d'animation énormes. On pose une question et on amène tout le monde à s'exprimer. Première phase, ouverture. Après, on va sur une phase de fermeture où là, si vous pouvez craindre que le processus soit un peu vertigineux, c'est là où on va rationaliser les choses et on va jouer son rôle de technicien où on va objectiver, être concret, structurer et aller vers de l'opérationnel. C'est là où on va sélectionner, c'est là où on va parler de qualité, on va sélectionner les idées qu'on va garder. Donc, si je vous disais tout à l'heure que la créativité pouvait être vécue comme étant une perte de contrôle, en l'occurrence, avec cette phase de fermeture, vous reprenez le contrôle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner à votre équipe, au groupe de créativité, des critères pour sélectionner, qui peuvent être des critères économiques, qui peuvent être des critères de faisabilité, qui peuvent être des critères où je veux que ma solution, elle ne nécessite pas des moyens financiers énormes, d'aller de beaucoup de temps, etc. Et ça vous permet de sélectionner les idées et de pouvoir aboutir à un plan d'action. Alors, ce qui est important quand même pour pouvoir maintenir la motivation et l'engagement, c'est que il faut aller jusqu'au bout avec l'équipe. Ce que je vois parfois et ce qui est un peu dangereux, c'est quand on fait appel à l'équipe pour produire des idées, puis après on repart avec le paperboard et on va faire sa sauce, et après on dit voilà ce qu'on a fait. Donc c'est bien de maintenir l'équipe dans la dynamique, mais de l'amener non seulement pas seulement à rêver, mais aussi à retomber sur ses pieds et à être rationnel, et c'est aussi bon si on a sollicité les collaborateurs, qu'ils aient aussi cette démarche de rationalisation et de réalisme. Ça renforce la solidarité interne aussi. Exactement. Et on parle le même langage jusqu'au bout. Bon, un outil donc là on va vous présenter quelques fiches outils. L'outil de créativité par excellence, c'est le brainstorming. Brainstorming, donc on peut le faire de deux façons. Soit on le fait à l'oral avec un paperboard où on se donne un temps pour produire un maximum d'idées, comme je disais tout à l'heure, avec un minimum de règles. Production d'idées, on veut de la quantité. Les quelques règles qu'il faut respecter, c'est qu'il n'y a pas de censure, pas de critique. Et le but, c'est de rebondir sur les idées des autres. On peut même délirer, c'est-à-dire la pertinence, c'est pas le sujet. On produit des idées comme ça vient. Et c'est comme ça qu'on peut avoir, par le jeu des combinaisons, une idée qui sort de l'ordinaire, qui est originale et qui peut être fructueuse. Donc, on a cette première phase de production d'idées, et ensuite, on va une fois qu'on a produit les idées, on va un peu rationaliser, faire des regroupements par thème, et ensuite, on va éventuellement supprimer les idées qui sont un peu similaires, et ensuite, avec des critères qu'on aura définis avec l'équipe, on va sélectionner les idées qu'on conserve avec des critères. On peut éventuellement dire aux collaborateurs, je vous demande de sélectionner les idées qui respectent le mieux les 2 ou 3 critères suivants. Et on demande à l'équipe on peut donner un feutre sur le paperboard, de cocher, de bâtonner les idées qui répondent mieux aux critères et pouvoir après en extirper le plan d'action. Donc ça, c'est pour le brainstorming. Alors après, un autre outil que moi j'aime bien, que je trouve très facile à animer
et qui permet qui permet effectivement de produire des idées intéressantes. C'est le scénario catastrophe ou la catastrophe stratégie. Donc là, le principe, c'est de poser une question. Alors c'est un peu contre-intuitif, hein, mais l'homme est ainsi fait qu'il voit plus facilement le négatif que le positif. Et en général, quand on pose une question du type comment faire échouer ce projet, ben, on s'aperçoit que les idées viennent beaucoup plus facilement que si on posait la question comment faire aboutir ce projet. Donc on laisse l'équipe produire ses idées, et ensuite, ça c'est le premier temps. Et le deuxième temps qu'on va opérer, c'est qu'on va demander, ben maintenant qu'on a listé un certain nombre de critères qui vont faire échouer le projet, et bien on va basculer du négatif au positif, et à partir du listing qui a été établi, on va amener les participants à trouver les parades. Et donc là, assez facilement, on va, à partir de ce qui est produit, imaginer un certain nombre de parades. Et là, on va être dans une énergie positive et on va pouvoir éviter le résultat catastrophique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir définir des conditions de réalisation, qu'on va pouvoir identifier et contourner des obstacles. Et après avoir fait une sélection de la production, on va pouvoir établir un plan d'action qui sera à la fois original et réaliste. Autre outil que j'utilise assez souvent, c'est le brainwriting. Alors, brainwriting, c'est ni plus ni moins brainstorming par écrit. Donc là, l'intérêt du brainwriting, il y a deux intérêts. Il y a un premier intérêt, c'est que si vous avez des collaborateurs qui sont pleins d'idées, mais qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer dans un groupe, ou qui sont un peu timides, ou qui peuvent être un peu inhibés par le fait de dire des choses originales à l'oral, peuvent avoir un peu peur d'être ridicules. Le fait de le faire par écrit, ça se fait plus facilement, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, le faire par écrit permet aussi d'approfondir et d'aller un peu plus loin dans les idées. Donc, comment on fait concrètement? On remet à chaque membre de l'équipe une feuille de papier qu'on a divisée en 9 cases, et on a également rajouté un pied de page pour pouvoir faire la synthèse. On pose une question, on lance une idée de départ qu'on va écrire au centre de la feuille, et on va demander on remet une feuille à chacun, et on va demander à chaque membre de l'équipe de produire une idée pour rebondir sur l'idée de départ. Alors, ça peut être aller plus loin, ça peut être y mettre des éléments techniques. En tout cas, l'idée c'est de rebondir sur l'idée de départ, et à chaque on fait plusieurs rounds, et alors, il faut que ce soit assez nerveux, hein, donc c'est 3-4, pas plus de 5 minutes par case, et une fois que ce temps est passé, on passe la feuille à son voisin de gauche, et on demande au voisin de rebondir également sur ce qui a été écrit précédemment, et ça permet vraiment de purger entre guillemets un sujet, et de rebondir sur les idées. Et à l'arrivée, en fonction du nombre de personnes, on a 9 idées, 9 fois le nombre de personnes du groupe, comme d'idées à exploiter. Et après, à la fin, on demande à chacun de prendre une feuille et d'exprimer la synthèse des idées qui ont été émises. Très facile à animer, hein. Ça peut être fait demain, ça. Vous avez une idée, ça peut être fait demain. On peut passer à l'outil suivant. Alors, l'outil suivant, c'est le Tristorming. Ça, j'aime bien cet outil parce que, alors, c'est ni plus ni moins un brainstorming, mais au lieu d'en rester au stade des idées, on va concrétiser la production d'idées en brainstorming en créant un prototype. Donc, on va essayer de rendre concret sur le terrain le prototype de l'idée, et après, on va continuer à phosphorer en rebondissant et en ajustant par itération successive et en testant le prototype. Donc, et ensuite, on va continuer de faire des productions d'idées en brainstorming, mais en ayant un élément, un sujet concret à exploiter, et on va faire évoluer le prototype au fur et à mesure. Alors, ça a l'avantage, de ne pas rester au stade des idées, mais d'aller dans la concrétisation. Et c'est un deuxième avantage, c'est on n'attend pas d'avoir une solution idéale, qu'on n'est pas sûr de trouver d'ailleurs, mais on concrétise au fur et à mesure. Très intéressant comme outil.
Le dernier outil que je vous propose, c'est les chapeaux de Bono. Donc, les chapeaux de Bono, ça permet d'envisager une question ou d'envisager une solution en changeant de mode de pensée à chaque fois. C'est-à-dire, on va réunir une équipe, on va annoncer l'objectif de la séance de créativité et on va tour à tour envisager la question en ayant une attitude différente ou un mode de pensée différent. Donc, on peut lancer par exemple l'exercice en utilisant le chapeau vert. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter des chapeaux, hein, c'est une image. En adoptant l'attitude chapeau vert où on va chercher la créativité, nouvelles idées pendant un certain temps. Une fois que ce premier mode a produit ses effets, on va réenvisager la question en prenant par exemple le chapeau blanc. On va demander, maintenant on va réenvisager la question en se centrant sur des faits, rien que des faits, en étant très factuel. Et on va faire évoluer la réflexion en adoptant des attitudes différentes, ce qui va vous permettre d'envisager une question en ayant vu sous tous les angles possibles et imaginables, ce qui permet d'avoir une vision du sujet qui est tout à fait complète et d'avoir une production qui est aboutie. C'est pareil, c'est assez facile à animer, hein, il y a juste à expliquer un objectif, une règle du jeu et à tenir le temps. Et après, on amène l'équipe à produire elle-même la synthèse. Donc, c'est des choses qui peuvent être mises en pratique sans aller chercher des compétences particulières, mais qui peuvent être mises en pratique avec vos équipes, qu'on peut utiliser pas seulement en innovation d'ailleurs, on peut les utiliser également en amélioration continue pour résoudre des problèmes. Voilà. Alors, évidemment, dans ce format-là, c'est contraignant pour explorer un sujet pareil. Et dès qu'on entre sur les questions de créativité, le grand mérite des outils que vient de présenter Stéphane, c'est d'aider à structurer ça et en même temps à désinhiber un peu les craintes, les réticences, les réserves que pourraient avoir les uns et les autres en fonction de leur propre point de vue. Tout ceci peut être creusé. Vous avez ici il y a une littérature surabondante sur les questions d'innovation, mais ce qui est intéressant dans ce que vient de présenter Stéphane et aussi dans un certain nombre de ces idées-là, de ces documents-là, c'est que on peut être aussi très méthodologique, très opérationnel et donc vraiment se les approprier rapidement, c'est une caractéristique à tous ces dispositifs et commencer à faire évoluer la pratique managériale et la culture collective au sein de l'entreprise. Vous pouvez développer ces points avec notamment ces 3 références qu'on a affichées ici ou d'autres documents. Si vous le souhaitez également, on peut revenir, alors cette fois-ci plus bilatéralement sur ces aspects-là ou dans le contexte de votre propre entreprise prise individuellement et dans le cadre de l'accompagnement qu'on évoquait tout à l'heure en introduction. Si vous avez des questions à ce stade, on a une vingtaine de minutes devant nous. N'hésitez pas à les poser ou des réactions, des suggestions, des retours d'expérience. Bien évidemment, ce serait intéressant aussi que chacun s'exprime, que ce soit en lien avec cette crise que nous vivons en ce moment ou plus largement sur les pratiques managériales liées au management d'innovation et à la créativité. Voilà. Donc, si je conclue très vite là-dessus, vous voyez, c'est faisable et appropriable par tout type d'entreprise compte tenu de la simplicité des outils qui peuvent être mis en œuvre. Évidemment, on ne va pas sortir des solutions à des problèmes de physique fondamentale avec des outils comme ça, mais ce n'est pas le but du jeu. Le deuxième sujet, et sur lequel j'ai surtout insisté au milieu, c'est la question du développement des compétences et du fait de maintenir alerte la capacité d'observation et d'attention de tous, y compris des experts techniques, avec de la veille sur ce qui se passe. Et la formation continue peut jouer vraiment un rôle important là-dessus. Et notamment pour mesurer quel serait le coût d'acquisition des technologies et dans quelle mesure les différentes technologies nouvelles peuvent être appropriables par l'entreprise. Et de ce point de vue-là,
on a avec ça, je pense, des réponses à un enjeu fondamental pour que les PME réussissent à suivre ce rythme de cette filière en pleine transformation. Est-ce que vous avez des questions, des retours, des témoignages? N'hésitez pas à activer les micros parce que par défaut, ils sont pas actifs. Est-ce que vous avez des commentaires aussi sur ce qu'on a dit depuis une heure? Peut-être arrêter ça. Tac. Non, est-ce qu'on a été clair, pas trop rapide? Est-ce que c'est en même temps suffisamment précis ce qu'on a pu dire? Oui, alors moi, j'ai bien écouté. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai tout écouté. Je ne vais pas dire ça, parce que ce n'est pas vrai. Par contre, ce que j'ai bien entendu, c'est qu'en fait, vous avez passé un moment dans lequel vous avez expliqué les difficultés que le chef d'entreprise a à redonner confiance et éviter la partie angoisse que peuvent avoir les salariés. Et je vous avoue que j'ai 30 ans d'entreprise, je pense que je n'ai jamais vécu cette période, jamais. Les gens ont peur, ils se retractent derrière des choses. Et alors, vous voyez, ça fait partie de mes façons de faire. Je pense que j'en ai pas pour… j'ai entre 5 et 7 ans encore à travailler. Mais vous voyez, quand vous disiez la partie innovation, pour moi, s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a plus de vie. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on ne se dit pas, pendant ces périodes, on essaye… Alors, bien sûr, forcément, on a tendance à dire l'innovation, elle est chère. Donc, attention à l'argent, attention aux moyens, attention à tout ça. Mais si on fait attention à tout, on se met dans une boîte et on n'en parle plus, quoi. Ça va être plus simple comme ça. Voilà. Moi, j'insiste bien auprès de mes collaborateurs en disant il faut qu'on ait confiance. Et alors, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai eu je ne sais pas comment je suis tombée dessus, mais peu importe, quand on parle de zone de confort. Et il y a une image qui passe, qui est un peu un tableau noir d'école, dans lequel, dans l'angle droit, en bas, il y a marqué « Vous êtes dans la zone de confort ». Et en haut, à gauche, il y a marqué « C'est là où se font les miracles ». Donc, mais oui, mais j'espère vraiment, mais vraiment, hein, je vous avoue que j'espère vraiment que toute cette partie-là va nous apporter toutes les difficultés qu'on vit aujourd'hui, qu'on n'avait jamais imaginées, parce qu'on aurait pu, on peut imaginer des crises automobiles, parce que j'en ai vécu plusieurs. On peut imaginer des crises financières, mais pas des crises sanitaires. Enfin, je veux dire, je pense que chez nous, dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais si aujourd'hui, ça ne nous apporte pas des bons moments ou des beaux moments, je pense que ça ne me semble pas possible qu'on ne puisse pas, devant nous, voir des choses qui vont arriver qu'on n'aurait jamais imaginé non plus, dans le bon sens. C'est vrai, vous avez raison. Je crois il faut se raccrocher à quelque chose. Enfin, dans le contexte dans lequel on est, il faut qu'on ait des choses positives auxquelles se raccrocher. Alors dans la vie privée, bien sûr, mais aussi dans la vie professionnelle. Et si effectivement on est mis en situation de se projeter et de se dire, entre guillemets, on se bouge pour l'avenir. Bah, globalement, c'est quand même, ça vient contrebalancer ce qu'on entend tous les jours depuis bientôt 8 mois, quoi. Donc, et on a besoin de ça, sinon on entend là en ce moment le nombre de dépressions s'accroît à vitesse grand V, parce que je pense qu'on arrive à un moment où des gens disent mais je ne sais pas où on habite là et je ne sais pas où on va, mais donc ça veut dire qu'il faut incarner quelque chose de positif. Bien sûr, bien sûr. Mais on le voit, les gens qui restent à la maison, qui sont aujourd'hui en télétravail, qui ont du mal, qui disent ça fait bientôt 1 an que je ne suis pas rentré dans l'entreprise, j'ai envie de revenir. Des gens qui ont des problèmes de dos, des problèmes de morale et tout ça. On voit bien que malgré tout, même si on entend en France râler beaucoup, mais on voit bien que les gens ils se raccrochent quand même à leur vie professionnelle quand même. Bien sûr, bien sûr. Professionnelle, on aura au moins démontré que la vie professionnelle, elle fait vraiment partie de la vie personnelle, parce que l'un sans l'autre, je ne sais pas comment ça peut marcher, quoi. Et le dirigeant a un rôle majeur à jouer.
Parce qu'il incarne entre guillemets, une autorité. C'est quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui se projette. Donc, si les collaborateurs voient le dirigeant qui accuse le coup, ça a des impacts dans le climat social qui sont colossaux. Hein. Oui, bien sûr. Colossaux, bon, voilà. Moi, vous m'avez convaincu ce que je suis dans lequel j'étais déjà convaincu. Mais bon, c'est encore mieux. Les outils, vous les connaissiez, les outils? Non, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu besoin et j'ai jamais eu fait appel à tout ça. Mais c'est vrai que je me disais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Mais j'avoue que je suis, je sais pas si je devais me servir de vos outils, faudrait que vous soyez le consultant, quoi. Ah. Ouais, oui, parce que il faut passer aussi les messages. Hein. C'est pas évident non plus. Hein. Quand on est formateur, quand on a une psychologie qui est différente, et puis on n'a pas les mêmes messages que le chef d'entreprise. Voilà, ça aussi. Donc non, je ne les connaissais pas du tout. Je les connaissais pas du tout. C'est la grande spécialité de Stéphane, ces outils-là. Bon, ok. Vous savez, c'est dans les organisations industrielles, alors, sans aller jusque dans l'innovation, mais moi, les quelques organisations industrielles que je considère comme étant matures et performantes, ce sont les organisations où on fait appel au quotidien dans la résolution de problèmes aux collaborateurs. C'est-à-dire, c'est pas le manager dans son coin qui essaie de résoudre tous les problèmes, c'est celui qui partage et qui dit, bon voilà, on a tel problème, comment on fait, quoi. Et en utilisant ce type d'outils qui, je vous assure, un brainstorming en 15 minutes sur un problème qualité, les opérateurs, ils vous en sortent, c'est clair. ils vous en sortent une quantité industrielle. Hein. Après, il n'y a qu'à se servir. Hein. Ouais. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est bon parce que ça paraîtrait complètement presque extravagant pour beaucoup d'entreprises, mais quand je parlais d'action autonome, vous savez, le fait pour des salariés de faire avancer des projets, même si ce ne sont pas des projets directement dans la stratégie de l'entreprise, mais évidemment en lien avec leur activité professionnelle quand même. Hein. Il y a des très grosses boîtes, en l'occurrence Intel, Google et d'autres, Motorola, etc., sur lesquelles c'est reconnu comme étant 15, 20, 25% du temps de travail du salarié. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'au quart de son volume horaire peut être affecté à un projet qui n'a pas directement de lien immédiat avec ce sur quoi il est censé travailler. D'accord. Mais qui sera quand même utile à l'entreprise. Hein. Bon, c'est difficile évidemment de caler ça sur une organisation de PME, mais ceci dit, quand on y réfléchit et qu'on regarde la façon dont les bureaux d'études, par exemple, et les technico-commerciaux peuvent être amenés à passer du temps, même en pré-innovation, en exploration, quand ils répondent à des consultations de donneurs d'ordre, on n'est probablement pas très loin de ça quand même, vous voyez ? Bien sûr. Parce qu'il y a toujours de la créativité dans ces temps-là, quoi. Ah, mais vous savez, moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est une PME, mais grâce quand même, à être obligé de travailler avec des grands comptes, ça vous apprend à travailler comme un grand. Hein. Vraiment. Hein. Et on n'a pas le choix. Enfin, moi, je vois tous les portails, tous les d'appels d'offres, mais c'est... Je veux dire, aujourd'hui, et les Volkswagen, les Audi, tout ça, alors c'est encore pire. J'aurais tendance à dire, nos Français, ils sont encore assez tranquilles, quoi, par rapport aux autres. Hein. Mais c'est vrai qu'on nous apprend à devenir grand. Hein. On nous apprend à devenir grand. Par contre, c'est sûr que ça sollicite les salariés. Et alors, sur lequel je réagis depuis plusieurs années, c'est de dire aujourd'hui, nos constructeurs, ils nous transfèrent le travail qu'ils faisaient eux avant. Et ils vous disent, baissez-moi le prix de 15%. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que en même temps, j'anticipe ce genre de choses parce que je dis, mais ce que tu fais, c'était lui qui le faisait avant et qui te paye aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc en effet, en ayant des outils simples qui puissent faire réfléchir et qui fassent sortir des choses qui sont ancrées, je pense que c'est une bonne chose, il me semble. Voilà. Merci. Merci à vous, madame. Merci.
Et puis, je crois qu'il y en a encore un au mois de décembre, c'est ça, le 16. Hein, Oui, le 16. Ouais. Sur la course industrielle. D'accord. Nous avions la formation, ce n'était pas l'OPCO 2I à l'époque. Enfin, oui, c'est pareil, mais enfin, nous, on est sur la région PACA. Enfin, on est dans les Alpes-Maritimes. Donc, nous avions les DFIM qui étaient 06. Et maintenant, on est rentré en OPCO 2I depuis la régionalisation. Ouais. Voilà. Donc, du coup, on est basé sur les Alpes-Maritimes. Il y a l'UMM qui travaille sur la partie 06, mais on travaille beaucoup avec l'OPCO 2I, ça fait quoi, 2 ans à peu près. Avant, on ne travaillait pas du tout. Donc, c'est par ce réseau-là que vous avez eu l'information sur les webinaires. Absolument, parce que je suis sur LinkedIn et que je l'avais vu et j'ai vu, et on parlait beaucoup automobile. Je me dis, tiens, c'est dommage qu'on ne soit pas impliqué dedans, quoi. Vous pouvez consulter les autres. Voilà, mais vous voyez ma région quand même. Il n'y a pas beaucoup d'automobiles dans la région, je ne vais pas non plus, d'accord? C'est dommage que je le trouve sur LinkedIn et qu'on ne vienne pas me dire, ça serait pas mal que vous regardiez ce genre de webinaire quand même. Bon, je ne vous ai rien dit, hein. Voilà. Mais c'est enregistré quand même, vous savez. Je sais. Bon, très bien, mais c'est comme ça. J'aurais bien aimé qu'on me sollicite, quoi, parce que c'est dommage. C'est vrai que ce n'est pas une région majeure comme Bourgogne-Franche-Comté. Ben oui. Donc c'est dommage. Voilà. Bon, merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée, messieurs. Merci à vous aussi. Bonne fin de journée. Et sur ce, Stéphane, on met fin à ce webinaire. On a encore une fois un petit peu d'avance. Donc, rendez-vous le 16 ou si vous le voyez en enregistré, ce qui est forcément le cas maintenant, sur le site, sur la page YouTube de l'OPCO 2I. Je crois qu'il faut qu'on discute aussi avec eux des conditions d'information et de valorisation, y compris de ceux qui ont déjà été mis en ligne pour que davantage d'entreprises puissent en avoir connaissance. Voilà. Et donc le 15 janvier, sur cette fois-ci, toujours l'innovation, mais sur le management et la conduite de projet. Merci Stéphane. Merci à toi, à bientôt.